ce second webinaire, donc les IA génératives compagnons du pédagogue et du formateur, va donc être l'occasion d'entrer un peu plus dans le vif du sujet pour vous enseignants. Alors, voici ce qui nous attend au menu de ce webinaire. Donc, on va faire un petit rappel sur l'art du prompt en allant un petit peu plus loin que ce qui avait été abordé lors du premier webinaire. Ensuite, on s'intéressera donc aux usages pour les enseignants. On abordera aussi la question de l'évaluation, et ce qu'elle sous-tend, et notamment en termes de triche, puisque c'est un sujet qui touche un grand nombre d'entre vous. Ensuite, on fera un petit tour du côté des apprenants pour voir qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez leur apporter aussi en termes de recours aux intelligences artificielles génératives. Et il y aura quelques donc ressources complémentaires. Et enfin, un temps d'échange et questions. Donc, Ambre me fera signe, pour me dire, voilà, qu'il faudra qu'il faudra peut-être accélérer pour qu'on puisse garder 10-15 minutes d'échange et de questions, à la fin, en sachant que, voilà, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Donc, commençons avec un petit rappel sur ce qu'on appelle l'art du prompt. Donc le prompt, pour rappel, c'est, le mot qu'on utilise pour désigner la requête que l'on adresse à une intelligence artificielle pour lui demander l'exécution d'une tâche. Donc, je vous propose, pour commencer cette petite interview d'une imagée, donc d'une intelligence artificielle. Cette infographie, je la tire d'un manuel en ligne qui s'appelle Intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques, qui était édité par l'Université catholique de Louvain. Donc, qu'est-ce que c'est l'art du prompt? Réponse de l'intéressé. L'art du prompt, c'est donner des instructions précises qui guident un modèle de langage ou un système multimodal. Donc, système multimodal, c'est pour toutes les IA qui sont capables de générer aussi bien du texte, mais aussi des images, des sons, des vidéos, pour générer donc les réponses les plus précises possibles. Donc maîtriser cet art du prompt, et c'est vraiment la base quand on doit avoir recours à ces modèles de langage, ce qu'on appelle communément les IA génératives. Je reviendrai vers cette petite interview. Vous avez vu qu'on n'avait pas eu la fin du dialogue. On le retrouvera à la fin du webinaire. Donc, lors du premier webinaire, j'avais présenté déjà cette méthode qui peut être un guide, en fait, pour vous aider à structurer vos prompts pour obtenir donc la réponse la plus satisfaisante possible. C'est la méthode ACTIF, avec le A de action, ce qu'on va demander à l'IA, le contexte, la tonalité, l'identité et le format. Alors, je ne vais pas le détailler autant que dans le cadre du premier webinaire, mais je vous propose de voir ce que ça donne concrètement à partir d'un exemple. Exemple que j'ai emprunté à cette source prompting.numedu.org, que je vous invite à consulter, parce que vous avez toute une série d'exemples de prompts qui utilisent cette méthode actif, et notamment pas mal de prompts qui concernent justement l'enseignement du FLE. Pas seulement, mais en partie. Alors, voici donc, en guise d'exemple, pour l'identité, on définit à l'IA ce rôle de professeur de FLE. En général, on commence par affecter cette identité à l'IA à laquelle on s'adresse. Ensuite, on va définir le contexte. Tu enseignes pour la classe de FLE avec des élèves de niveau A2. Ensuite, l'action à réaliser, et c'est là où on essaie d'être précis. Là, je suis sur une requête très simple, hein. Rédige 10 phrases avec un verbe à l'indicatif passé composé. La tonalité est importante. On peut demander à l'IA d'être très sérieuse, solennelle, ou d'utiliser un ton humoristique, c'est tout à fait possible. Donc ici, utilise des phrases simples de la vie courante. Et on va spécifier également, ce n'est pas forcément c'est pas obligatoire, hein, mais on peut avoir des attentes précises de format, savoir si c'est un texte rédigé, un tableau, une liste à puces, et cetera. Donc là, ce que je souhaite, c'est des verbes au passé composé en italique et le verbe à l'infinitif entre parenthèses. Et on peut donner un exemple pour guider la réponse. Donc, vous voyez, en l'occurrence, on
a mis un exemple de, la présentation attendue de la réponse finale. Donc tout ça va permettre à l'IA de générer une réponse qui se rapproche le plus possible de ma demande. Donc là, encore une fois, cette requête est très simple, mais le principe reste le même pour des requêtes un peu plus complexes. Donc ça, c'est un cadre, en fait, pour rédiger vos prompts. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut, optimiser les prompts. Donc l'IA va vous générer une première réponse à partir du prompt initial et bien souvent, même si on a bien cadré la réponse, on va être amené à itérer, donc procéder par itération. Ça veut dire qu'on va demander à l'IA de retravailler sa réponse de façon à affiner les résultats. Je vous en donne juste un petit exemple avec cette itération, donc qui ferait suite à une première réponse de l'IA: «Intègre des activités de pédagogie active dans ta proposition». Donc ça ferait suite, on imagine, à une demande de création de séquences pédagogiques, par exemple, qu'on voudrait orienter vers la pédagogie active. Je ne vais pas vous mettre toute, la réponse de l'IA à laquelle je me suis adressée, en l'occurrence c'était donc ChatGPT, mais voici un petit extrait de la réponse. Donc voici une version enrichie de la séquence intégrant des activités de pédagogie active, et vous voyez que, l'IA a détaillé les principes de cette pédagogie active: apprentissage par projet, coopération, tâches authentiques, résolution de problèmes, classe inversée, débat, jeu de rôle. Alors elle va pas mettre tout ça bien sûr dans sa proposition, mais là on voit que, elle est capable de pas de comprendre, de répondre en s'appuyant sur ces principes de pédagogie active. Et elle-même, donc l'IA elle-même, va en général maintenant de plus en plus, les IA nous proposent des pistes pour approfondir, et aller plus loin. Donc là, suite à la version enrichie de la séquence qui était proposée, j'avais cette proposition: «Si tu veux, je peux aussi créer les fiches pédagogiques détaillées pour chaque séance, les supports à imprimer» et cetera. Ça, c'est une nouvelle tendance des IA que de nous inciter à poursuivre, en fait, la discussion. Alors là, petit commentaire, ce fait de continuer la discussion a aussi à voir avec le fait qu'il ne faut pas, oublier que, derrière tout ça, il y a un modèle économique, un business, et que, il y a tout intérêt à poursuivre les conversations. Ce qui nous amène parfois d'ailleurs à être bloqués, quand on est sur des versions gratuites, hein, ce qui est mon cas, hem, puisque, on est sur des utilisations limitées. J'en reparlerai un petit peu plus tard en vous présentant un tableau des différentes IA. Donc je ferme cette parenthèse. Alors toujours pour optimiser les prompts, on va, pouvoir aussi utiliser éventuellement la forme négative. On n'y pense pas forcément, mais utiliser la forme négative, c'est-à-dire demander ce qu'on ne veut pas en plus de ce qu'on veut, ça peut permettre, d'affiner là aussi le résultat. Ça permet, d'exclure éventuellement des contenus indésirables, par exemple dire, si on veut être sur une période historique particulière, par exemple, voilà, dire, ne concentre-toi sur, par exemple, sur des réponses d'actualité, et ça permet de focaliser sur l'essentiel. Donc un exemple, la proposition de séquence ne doit pas inclure de cours magistraux, ni de devoirs à faire à la maison. Voilà, ça c'est une restriction qui peut accompagner notre demande. Donc la forme négative, elle peut aussi s'utiliser pour, notamment pour les prompts images, j'en reparlerai aussi un petit peu plus loin. Toujours pour optimiser les prompts, eh bien, on peut aussi faire appel à l'IA elle-même. Exemple avec ce commentaire: «N'hésite pas, à me dire si mon prompt est pertinent ou si tu as besoin d'informations complémentaires». Donc ça, c'est une demande d'informations complémentaires qu'on poserait avant de générer la réponse. Alors, je vais vous présenter un exemple de prompt qui a été coécrit avec ChatGPT. C'est-à-dire que mon premier prompt, vous allez le voir, consiste justement à demander à ChatGPT de m'aider à rédiger un prompt, précis et complet. Donc je vais vous présenter la requête. Donc là, je lance ChatGPT et ça a l'air de fonctionner, parce qu'effectivement tout à l'heure on a eu un petit souci, donc je vais agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Alors vous voyez, voilà mon prompt initial, il est déjà, assez long. Donc la mission que j'affecte à ChatGPT ici, la posture que je lui demande d'adopter, c'est celle d'être un expert en rédaction de prompt.
Tu dialogues avec des élèves de niveau B1 en classe de FLE et l'objectif, c'est de m'aider à créer le meilleur prompt possible pour mes besoins. Je lui détaille ensuite les étapes de sa réponse. Donc, dans une première réponse, tu dois me demander quel est le sujet du prompt. Donc, c'est assez basique. Ensuite, je fournirai ma réponse et nous l'améliorerons par le biais d'itérations continues avec des étapes qui sont encore définies. Donc, sur la base de ce prompt, tu produiras 2 réponses. Un prompt révisé avec le prompt réécrit qui doit être clair, concis, facile à comprendre et des questions, supplémentaires pour affiner donc et mettre en œuvre ce processus itératif. Quand je considérerai que j'ai obtenu, la bonne, formulation du prompt, je dirai que nous avons terminé et alors, l'IA devra me produire sa réponse. Donc je vous montre un petit peu la suite de la conversation pour que vous voyez que, ChatGPT a en effet respecté ces instructions. Donc il a commencé par me demander le sujet du prompt. Donc moi j'ai demandé un quiz pour que mes étudiants de FLE puissent apprendre ou réviser des expressions idiomatiques en français. Donc j'ai une première version du prompt. Vous voyez le prompt révisé qui apparaît ici. Donc créer un quiz pour des élèves de niveau B1. Le quiz doit aider les étudiants à apprendre ou réviser les expressions idiomatiques françaises. Le quiz doit être amusant et clair. Chaque question doit proposer 4 réponses possibles, indique la bonne réponse et donne une courte explication simple en français. Donc ça, c'est le premier prompt révisé. Et ensuite, je lui ai demandé de me dire quelles questions permettraient d'affiner ce prompt. Combien de questions dans le quiz? Est-ce que les expressions idiomatiques doivent être organisées par thème, par exemple émotion, travail, animaux? Veux-tu que le prompt soit pédagogique, ludique ou les 2? Et est-ce que, tu veux que les explications incluent des exemples? Donc ça, ce sont les questions que ChatGPT m'a posées avant de, poursuivre la rédaction du prompt et donc j'ai répondu. Je voulais à la fois un, quiz, pédagogique et ludique de 20 questions avec des exemples de phrases. Donc voici la version, une 2e version du prompt, le prompt révisé. Donc il a ajouté donne une explication simple en français, ajoute un exemple de phrase utilisant l'expression, idiomatique. Le langage doit être clair et adapté à des apprenants de niveau B1. Voilà, il me repose à nouveau des questions, voilà et moi j'ai, indiqué que nous avions terminé et donc cette fois, j'ai le prompt final complet que, soit je vais lui demander de traiter ou bien que je peux aussi, copier et envoyer vers, éventuellement une autre IA. Donc, vous verrez un petit peu plus tard que j'utiliserai, justement ce prompt-là, ce prompt révisé dans une de mes requêtes. Donc vous voyez là, si je résume un petit peu la démarche, j'ai d'abord demandé à ChatGPT de m'aider à rédiger mon prompt en lui donnant des instructions très précises. Donc il a été en quelque sorte mon tuteur à moi d'écriture de prompt. Toujours pour optimiser un prompt en utilisant, l'IA, en sollicitant l'IA, il y a cet outil Pataprompt qui a été, développé en l'occurrence par, un enseignant et collègue du réseau. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette interface. Donc on peut grâce à cet outil, qui ne nécessite pas de compte, qui est gratuit, sans compte, on va pouvoir créer, ou analyser un prompt. Donc ici, dans cette zone-là, on pourra, dire ce sur quoi on veut travailler sans le détailler, hein. Par exemple, une séance ou une séquence sur le thème du voyage. On peut lui indiquer un niveau de créativité, donc je suggère de le laisser, au niveau moyen. La longueur de la réponse, il intègre le modèle cible du prompt, donc vous voyez, il va adapter le prompt à différents, modèles de langage et puis il y a des options, avancées, qui concernent le rôle qu'on va c'est l'identité en fait, hein, si je reprends le modèle actif, quel est le rôle que va jouer, l'IA donc, par exemple, expert en ingénierie pédagogique ou, enseignant de FLE pour tel niveau et cetera. Donc là, quand on lance analyser et créer, l'application va vous proposer vous poser encore d'autres questions et vous proposer un prompt qu'ensuite vous allez pouvoir copier, et coller une IA type, ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et autres.
Donc ça peut être intéressant, quand on «débute» entre guillemets, dans cet art du prompt, de se baser sur ce guide. Je continue. Alors une autre, méthode, ouais, une méthode complémentaire disons, de rédaction du prompt consiste à associer un prompt à une source, c'est-à-dire un document, ça peut être aussi une adresse web, ça peut être une vidéo en ligne, sur lequel devra s'appuyer l'IA pour générer sa réponse. Donc là, l'intérêt, c'est que, on va davantage contrôler le contenu, puisque, comme on l'a évoqué lors du premier webinaire, une des limites que pose l'IA, c'est la possibilité d'avoir affaire à des hallucinations, donc des contenus qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas fondés. Donc avec ces techniques dites du RAG, donc en français génération augmentée par récupération, on focalise la réponse sur un contenu. Donc l'IA va travailler exclusivement à partir de ce contenu. Ne pas hésiter à être ferme sur, le fait que ce soit exclusivement sur ce contenu. D'ailleurs, vous voyez dans l'exemple, tu es enseignant de FLE, tu enseignes à des élèves de niveau A2, crée un quiz de 10 questions en te basant uniquement sur le document joint. Donc ne pas hésiter à affirmer que, on doit travailler uniquement sur ce contenu. Donc voilà, vous pouvez en général mettre plusieurs fichiers dans votre, associer plusieurs fichiers à votre demande et donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant et aussi d'un peu rassurant. Voilà pour le RAG. Alors pour terminer, sur, cette petite introduction dans laquelle j'ai rappelé, le principe de la rédaction d'un prompt et quelques, pistes aussi pour les améliorer. Je voulais vous présenter ce tableau, alors synthétique, mais qui focalise sur certaines, IA, on va dire celles qui sont, fréquemment utilisées. Vous connaissez ChatGPT, Mistral, pour, l'IA française, donc entraînée sur des données françaises aussi. Vous avez Claude, dont on parlera un petit peu plus loin. Voilà, donc l'intérêt de ce tableau, c'est pour vous aider aussi à faire vos choix. Vous voyez que la majorité de ces IA génératives, de ces agents conversationnels, donc basés sur des IA, nécessitent un compte, sauf pour, le cas de Duck AI, qui ne nécessite pas de compte, qui est plus sécurisé en termes de protection des données, avec cet inconvénient que du coup, pas de création de compte implique que vous n'avez pas non plus d'historique. Vous n'allez pas retrouver vos recherches, les recherches faites à partir de Duck AI, voilà. Mais bon, c'est intéressant de lire, là je ne vais pas le détailler, c'est un petit peu long, mais n'hésitez pas à venir consulter cette ressource pour, voir quel modèle de langage vous souhaitez utiliser. Alors, maintenant nous allons pouvoir entrer dans le cœur du sujet, à savoir les usages que vous, enseignants, pouvez être amenés à faire de ce nouvel outil des IA génératives. Alors, je vais, hem répondre à cette question selon 4 axes. Donc les IA pour préparer ces séances ou séquences, les IA pour générer des supports pédagogiques, pour adapter des supports pédagogiques et enfin pour, alors la thématique de l'évaluation, je n'aborderai pas la correction de copie qui pour l'instant n'est pas, enfin pose beaucoup de problèmes justement, en termes de protection des données. Donc pour l'instant c'est pas un sujet qu'on peut, aborder, on peut tester des choses, hein, mais c'est encore compliqué aujourd'hui. Alors pour, préparer ces, séances ou séquences ou chapitres de cours, différentes pistes, sont offertes par les IA génératives. Alors avant de préparer ces cours, on peut être amené en tant qu'enseignant à faire des recherches, et les IA peuvent, vous aider
Alors, ne pas utiliser n'importe quelle IA parce que toujours ce problème d'hallucination peut vous induire en erreur, mais l'IA Perplexity, elle est plus fiable en la matière puisqu'elle va, elle va citer ses sources et puis je suggère aussi cet outil, Consensus, alors qui est une plateforme qui permet de faire des recherches, alimentées par l'IA, mais recherches qui, se font sur une littérature scientifique, qui va donc s'appuyer sur des sources très précises. Si vous faites des recherches avec Consensus, vous allez voir que donc je vais pouvoir vous montrer un exemple. Vous allez avoir alors voilà, vous allez avoir des propositions de sources, de contenus. Donc par exemple, moi ici, je cherchais un article utilisable dans un cours de FLE de niveau B1 sur l'organisation des JO 2024. Donc il m'a proposé un tableau avec, différents articles, selon certains critères, et notamment le critère d'adaptation au niveau B1. Donc là, il ressort que cet article-là, semble intéressant pour ma demande. Problème pour moi, c'est un article en anglais, donc je lui ai spécifié que les articles devaient être écrits en français et en l'occurrence, il m'a pas trouvé d'article de type scientifique, sur cette thématique. Donc il revient sur cet article-là qu'il m'avait suggéré, en recourant à une traduction et il me propose un autre article, je vais peut-être grandir un peu, en français, mais avec cette remarque que le vocabulaire là est un peu plus avancé, donc nécessiterait peut-être des adaptations. Donc ce qui est intéressant avec cet outil Consensus, c'est la qualité, scientifique en fait des réponses, de la recherche apportée. Autre aspect de la préparation de séances et séquences, on peut, interroger un document PDF. On a parfois, en tant qu'enseignant interroger ou à compulser des documents qui sont assez importants. Je pense à tout ce qui relève des instructions officielles, des recommandations et cetera. Donc là, un outil comme ChatPDF va vous permettre d'interroger, ce PDF, de discuter, disons, avec un PDF. Donc je vous donne pour exemple, donc là, ici, je vais dialoguer avec un document de 62 pages, qui est le manuel, IA pour les enseignants, un manuel ouvert. Et donc, sur la base de ce PDF, je vais pouvoir, poser des questions. Il m'en suggère certaines d'ailleurs: «Est-ce que tu peux me résumer ce manuel?» Hein, c'est ce que les IA font assez bien ça en général. Moi, je lui ai demandé, par exemple, comment l'IA peut me aider concrètement un enseignant dans son travail. Donc j'ai une première réponse qui résume, d'après le PDF, les recommandations et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il me renvoie vers des pages précises du document. Donc ça, c'est un outil, hein, il en existe d'autres, pour interroger un PDF. Autre piste pour la préparation des séances et séquences, vous pouvez, demander via un prompt bien détaillé à générer un cours, un plan de séquence, une séquence complète, avec le détail des activités et les supports et cetera. Donc là, je vais pas vous montrer d'exemple, mais si vous appliquez la méthode ACTIF, avec des objectifs précis, vous aurez des propositions donc de séquences complètes, par exemple. Et enfin, dernière piste pour ce 1er axe, on peut aussi demander à une IA d'évaluer un projet de scénario pédagogique. C'est cet exemple que je vais vous montrer précisément. C'est-à-dire que là, le principe, c'est qu'on a soi-même créé sa séquence et après tout, c'est quelque chose qu'en tant qu'enseignant, on a plaisir, à faire aussi, donc pourquoi s'en priver? Mais on peut solliciter l'IA pour, avoir un avis critique, en fait. Donc là, c'est bien là où l'IA peut jouer ce rôle d'assistant.
Je vous montre donc un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc, j'ai interrogé ici, ChatGPT, vous reconnaissez le logo. Voilà mon prompt: «Tu es expert en ingénierie pédagogique, évalue le projet de séquence ci-joint en relevant les éventuels points faibles et en suggérant les pistes d'amélioration. La séquence s'adresse à des étudiants de FLE de niveau B1». Donc j'avais donc, sur le principe du RAG, donné un fichier joint qui était donc une séquence existante, et donc la réponse était assez longue. Il y avait d'abord tous les points, forts de la séquence qui étaient détaillés, et là je vous fais un petit zoom sur l'un des points, faibles qui avait été relevé, en l'occurrence l'absence d'objectifs communicatifs explicites. Les objectifs pragmatiques sont souvent formulés de manière descriptive, sans lien clair avec les actes de parole du CECR. Donc je trouvais intéressant ici que, l'IA se réfère d'elle-même à ce, cadre proposé par le CECR, et donc fasse en fonction de ça des suggestions. Des suggestions, vous voyez, assez concrètes, donne des conseils sur une recette, exprime un regret, et cetera. Je vous fais un petit zoom ici sur, le tableau récapitulatif, donc qui était dans la réponse de ChatGPT, pour me proposer les pistes d'amélioration générale. Donc avec les axes: cohérence linguistique, évaluation, culture et authenticité, compétences de médiation et numérique et interaction. Mais que, voilà, là on avait en gros c'est une petite synthèse en fait des propositions d'amélioration qu'il me proposait. Alors j'enchaîne, et donc deuxième axe de ces usages pour les enseignants, générer des supports pédagogiques. Donc une fois que vous avez, votre projet de cours, vous pouvez être amené à avoir besoin de ces supports, par exemple des textes, et notamment vous, enseignants de FLE, donc vous pouvez demander à une IA de générer des textes sur une thématique ou avec un certain type de lexique, ou même en disant: «Je veux un texte qui utilise tel et tel mot», vous lui donnez la liste des mots, par exemple. Vous pouvez demander à générer un dialogue, une interview, un article, et cetera. Donc tout ça, ce sera toujours dans le prompt que vous rédigerez, vous lui donnerez toutes ces spécifications. Vous pouvez lui demander de générer des exercices en fonction d'une thématique, d'un objectif pédagogique, les corriger associés à ces exercices également. Vous pouvez, et ça je vous montrerai, dans la slide après, générer un diaporama, à partir d'un contenu. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on est pédagogue, pas toujours, pas forcément, rompu à un PowerPoint, voilà, donc ça peut être utile de s'appuyer sur l'IA en tant qu'assistant, encore une fois, pour pouvoir générer un diaporama assez facilement. Vous pourrez aussi générer des images, je le montrerai aussi, des vidéos, des sons, de la musique, hein, c'est ce qu'on appelle l'IA multimodale, ou encore générer les supports d'un jeu pédagogique, et ça je vous le montrerai aussi un petit peu plus loin. Alors, je vous ai parlé de l'outil Gamma et vous allez voir un petit exemple. Donc, pour générer vous allez voir un petit diaporama très simple, mais qui peut quand même prendre du temps, et l'idée, c'est aussi de vous soulager en termes de préparation. Je vous propose en guise d'exemple, hein, je ne sais pas si c'est le plus, pertinent pour vos activités, mais voilà, j'ai d'abord demandé à ChatGPT de me générer le contenu d'une leçon sur les fêtes traditionnelles françaises, hein, pour travailler sur la culture française, par exemple. Donc je vous montre la première étape de mon diaporama qui est sur le contenu. Donc tu es enseignant de FLE, tu t'adresses à des étudiants de niveau A2, génère une leçon sur les fêtes françaises, et je voulais un texte qui fasse l'équivalent d'à peu près 2 pages. Donc je vais pas détailler, tout le contenu, mais voilà, il l'a structuré en différentes parties. Il a associé le vocabulaire et il m'a proposé aussi, alors je lui demandais pas, une petite activité de compréhension. Donc moi, j'ai récupéré le texte puisque c'était ce qui m'intéressait, et ce texte-là, j'ai demandé ensuite à, l'application Gamma, donc c'est gamma.ai, hein, gamma.app, pardon, d'en faire un diaporama, et je vais vous montrer à quoi il ressemble.
Donc c'est quelque chose qui a nécessité, je dirais, moins de 2 minutes. Voilà, je peux présenter directement depuis, mon interface, depuis le navigateur, je peux présenter directement le diaporama. Je peux aussi le récupérer, au format PowerPoint, hein, pour pouvoir le modifier, hein. Vous gardez la main complètement dessus. Je vous montre, pour que vous ayez un petit aperçu. Donc voilà le diaporama qui a été fait donc encore une fois en largement moins de 2 minutes. Donc les, mise en page et visuels, voilà. Alors les visuels, on peut, les commenter. Vous allez voir, donc d'abord il y a le fameux 14 juillet. Heu, je passe vite, je vous le sur le contenu, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc ces images, ces visuels-là ont été générés par Gamma. Je lui ai demandé de les générer. J'avais aussi la possibilité de lui demander d'aller chercher des visuels en ligne, hein. Voilà, alors vous voyez bien qu'on est dans quelque chose d'un petit peu caricatural ici. Vous allez le voir notamment sur la slide d'après. Voilà, pour, Pâques, par exemple, la petite maison ressemble pas forcément à ce qu'on peut voir chez nous, pas plus que ce cimetière, hein, qui ressemble plus à un cimetière américain en vérité. Mais voilà, donc les visuels pourraient redemander à être travaillés, mais voilà, l'idée c'est qu'on a quand même la base, en tout cas, d'un diaporama, qui reste modifiable, voilà. Donc je vais quand même aller jusqu'au bout et voilà, donc les fêtes familiales. Hop. Voilà pour cet outil qui peut être faciliter en tout cas la tâche si on a besoin de travailler un diaporama de présentation. L'autre chose dont vous pouvez avoir, besoin parmi les supports pédagogiques que vous utilisez, c'est la génération d'images. Donc là, je vais revenir un petit peu sur le prompt parce que pour générer une image, on va avoir besoin d'être particulièrement précis, encore plus que pour, générer du texte. Donc quelques recommandations. D'abord, vous allez définir clairement le contenu de l'image, c'est-à-dire le sujet en gros. Heu Ça, je l'ai surligné parce que c'est ce qui me paraît le plus important. Tout ce qui n'est pas écrit dans le prompt sera une surprise. Il faut bien se dire que, on doit avoir le minimum d'implicite, en fait, parce que sinon, il ne peut pas y avoir de vide, hein, dans une image. Donc, le vide va vite être comblé, éventuellement par des choses qu'on n'a pas, auxquelles on n'aurait pas pensé ou qu'on n'a pas envie de voir. Alors ça peut être des bonnes surprises comme des mauvaises. Donc pour vous donner un exemple de précision, dans la demande: «Fleurs rouges sur le point d'éclore dans un champ en bordure de forêt avec un ciel bleu et le soleil levant». Donc là, vous voyez que ça peut vite, devenir lyrique finalement, mais ça fait partie de cette précision dans l'art du prompt image qui est assez spécifique. N'hésitez pas à y mettre du sentiment, c'est-à-dire à dire quelle est l'ambiance générale que vous attendez, de l'image. Est-ce que c'est, sérieux, romantique, joyeux et cetera? Précisez le caractère du personnage si vous souhaitez un portrait. Décrivez une atmosphère, un type de lumière, l'heure de la journée, la saison et cetera. N'hésitez pas à être le plus précis possible. Pensez aussi à préciser bien sûr la nature de l'image. Est-ce qu'on veut, une photo de type réaliste, une photo en noir et blanc? Est-ce qu'on veut un dessin, un croquis, une image type BD, manga, un effet peinture? Voilà. Ça, ce sont encore des spécifications dont l'IA va avoir besoin. N'hésitez pas aussi à vous référer aux plus grands artistes ou à un courant artistique. On peut demander un portrait à la manière de Picasso, voilà, ou de Monet ou autre, pour guider la création. Et là aussi, vous pouvez solliciter l'IA pour vous guider dans la rédaction d'un prompt avant de générer une image. Et donc là, je vous suggère d'utiliser par exemple cet outil Novapeda, qui va guider la rédaction du prompt. Donc là, ce n'est pas ici, on n'est pas dans une génération, c'est pas un outil de génération d'images, mais de génération d'un prompt image. Donc vous voyez toutes les spécifications que vous pourrez apporter. Vous voyez, on retrouve l'ambiance, l'éclairage, la composition technique, les couleurs. On va sélectionner une palette de couleurs. Un prompt négatif, vous voyez ici, donc qu'est-ce qu'on ne veut pas voir dans l'image? Donc là, si je clique ici, j'obtiendrai le prompt que je pourrai ensuite aller, copier dans un LLM, une IA type Mistral, ChatGPT et cetera. Alors pour vous donner un exemple de prompt image,
voici, de quoi je suis partie. Alors j'ai fait un peu la chose à l'envers, c'est que je suis partie d'une image, c'est original, celle c'est une image créée avec IA par un artiste, que j'ai découvert sur les réseaux, donc David Soder, et j'ai demandé à une IA de générer le prompt correspondant à cette image-là. Et voici ce que ça donne. Je ne vais pas le lire parce que oui, que c'est assez long, mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir voilà, le niveau de précision qu'on peut avoir qu'on doit avoir en fait si on veut quelque chose si on a en tête quelque chose de très net. Et ensuite donc en guise de test, j'ai copié ce prompt dans une IA. Alors en parenthèse, par parenthèse, dans ce prompt, il manque quand même la nature de l'image, en l'occurrence une image de style, photoréaliste. Donc j'ai ajouté cette mention-là dans le prompt et voici ce que Mistral à générer d'après le prompt. Donc je résume les étapes. Donc j'ai une image que j'ai fournie au site Free Image to Prompt Generator. Le site a généré ce prompt très détaillé et je l'ai renvoyé vers une autre application. Alors vous voyez qu'il y a quand même des différences notables, notamment le fait que, allez savoir pourquoi, là, le personnage tient 2 téléphones. Ça n'apparaît pas dans le prompt, vous voyez? Là, on parle encore une fois, d'une surprise alors que ça avait été bien précisé. Donc ça, c'est surtout pour vous montrer que, un prompt image, c'est très précis, mais aussi que, du coup, ça peut devenir le support d'une véritable activité d'écriture, en fait, et je pense que ça peut vous intéresser en tant qu'enseignant. Donc je vous propose ensuite un exemple d'activité à partir de cette idée de création d'images. Donc en guise d'exemple, voici ce que nous avions demandé à des enseignants. Je fais un petit zoom sur la consigne, écrire pour générer une image. Donc le défi, c'était générer une image se rapprochant le plus possible du tableau, cette petite, c'est une petite peinture qui représente un chat avec dans un paysage champêtre avec un petit papillon. Et donc les stagiaires ont pris le temps de rédiger des prompts, oui, très détaillés et de les tester en demandant la génération des images. Et il y en a voilà, qui se rapprochent relativement bien du modèle, hein. Je pense à celle de la colonne du milieu, donc créée avec ChatGPT ici, par exemple. Il y a aussi différentes qualités. Avec Mistral, on a eu un grain un petit peu différent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire, hein, et c'est une vraie activité. Là, finalement, l'image, c'était un petit peu le prétexte. On a vraiment une activité langagière ici d'écriture. Alors du coup, je vous propose aussi, un petit gadget, on va dire, d'IA qui est le défi Twin Peaks. Alors je vais vous c'est un site en fait, une adresse en ligne, twinpeaks.ai, qui propose chaque jour une image, qu'il s'agit d'essayer de reproduire, en rédigeant un prompt de 100 caractères maximum. Donc là, alors il arrive parfois par contre que cette application, effectivement ait beaucoup d'utilisateurs, ça semble être le cas. Donc chaque jour, des utilisateurs vont essayer de reproduire cette image et vous avez donc un petit podium en gros, des différentes images créées avec le pourcentage, pour dire lesquelles se rapprochent le plus de l'image d'origine. Vous voyez que ce sont souvent des images assez psychédéliques en l'occurrence, mais voilà, là ça peut être une bonne façon de travailler la description, le vocabulaire, et cetera. Donc cette image, elle change tous les jours, hein, c'est un défi quotidien. Donc voilà pour la génération des images qui peut devenir le support d'une véritable activité d'écriture, de description. Toujours dans les supports pédagogiques, une proposition d'activité, avec, des supports pour un jeu pédagogique. En l'occurrence ici, il s'agit de créer des cartes pour un petit jeu sur les métiers. Donc je vais vous montrer comment on a procédé.
Donc d'abord, on est parti d'un prompt qui respecte, vous voyez, la méthode actif. On a demandé d'illustrer un jeu de cartes pour découvrir différents métiers. Donc on a demandé 50 métiers présentés dans un tableau. On a formaté le tableau. Dans la première colonne, le nom du métier. Dans la seconde, une devinette très drôle, et vous allez voir un petit aperçu de l'humour de ChatGPT. Et dans la troisième, un prompt en anglais pour générer une image illustrant ce métier. Alors pourquoi en anglais? Parce que les IA étant majoritairement entraînées sur l'anglais, pour les prompts images, effectivement, il peut être conseillé de traduire vers l'anglais. Je sais que c'est pas forcément votre objectif à vous, mais voilà, ça peut être tout simplement par le biais d'une traduction. Cela dit, vous voyez le prompt que j'ai soumis tout à l'heure, il était en français tout de même. Je vais juste faire un petit zoom sur la réponse de ChatGPT sur ce premier prompt qui était donc un tableau, hein. Donc il a formaté ce tableau, vous avez un petit aperçu. On va refaire un zoom sur la définition du métier de professeur avec cette devinette. Vous apprécierez bah, l'humour. Je donne des devoirs, mais je ne fais jamais les miens. Qui suis-je? Et puis donc on a à droite la description qui permettra de générer une image. Ce que je vous montre là, c'est donc le début d'un déroulé, en fait. Vous avez le déroulé complet de cette activité de génération de cartes ici. Donc tout ce qui est là, tous ces liens, vous les récupérez bien sûr hein, quand vous aurez accès au diaporama. Donc première étape, c'était donc le tableau. Ensuite, à partir du tableau, on a généré des cartes. Alors vous voyez qu'on peut générer des cartes dans des styles très différents hein, ici. Ensuite, à partir de là, on peut aussi poursuivre et demander des exercices en lien avec cette activité de découverte des métiers, hein, petit exercice de vocabulaire, texte à trous, exercice de conjugaison ici, par exemple. Et puis je descends un petit peu pour vous montrer aussi que on peut aussi utiliser l'IA pour générer du son avec des outils comme TTS Maker. Donc TTS c'est pour Text to Speech. Donc on va donner un texte et l'IA va le transformer en son. Vous avez en général un petit catalogue de voix. Alors on attend les voix pour l'instant ne sont pas toujours d'un grand naturel, en tout cas dans les versions gratuites hein, que nous utilisons. Je vous donne un petit exemple. Je soigne les malades et je travaille à l'hôpital. Qui suis-je? Voilà, pour faire deviner le médecin. Et puis, on peut aussi faire des petites capsules vidéo avec un outil, par exemple, comme Vidnose. Toujours sur ce principe de devinette pour les métiers. Je soigne les malades et je travaille à l'hôpital. Qui suis-je? Voilà, donc c'est pas Acteur Studio, mais voilà, c'est aussi, faut dire, c'est un petit peu les débuts encore de tout ça et ça ne cesse en général de progresser. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Sora 2 qui génère des vidéos, d'une qualité assez impressionnante. Voilà, mais aussi très consommatrice hein, d'énergie, on en avait parlé lors du premier webinaire. Donc vous voyez, grâce aux IA, ici on a pu générer des images, les petites devinettes, du son, de la vidéo, des exercices, voilà, pour faire travailler les élèves sur cette notion. C'était donc un guise d'exemple. Vous savez, j'espère que tout ça vous donne des idées pour vos propres activités. Alors, je vais aborder le troisième axe, qui est la possibilité d'adapter les contenus facilement grâce aux IA. Par exemple, vous allez pouvoir reformater ou revoir le contenu, la présentation d'une leçon pour la rendre plus accessible, en fonction d'un certain profil d'élève éventuellement. Je pense aux élèves, dyslexiques ou en difficulté de compréhension. Vous pouvez spécifier ça dans le prompt. Voilà, adapte cette leçon pour un élève, qui a des difficultés de compréhension, par exemple, et vous pourriez spécifier, que vous souhaitez appliquer les principes de ce qu'on appelle le FALC. L'acronyme est connu par les
des intelligences artificielles, donc FALC pour facile à lire et à comprendre. Donc, mettons que vous ayez, si je reprenais par exemple ma leçon sur les fêtes et traditions, qui était un texte rédigé, je vais pouvoir, à partir de cette leçon-là, sur 2 pages, obtenir une leçon très, dans un vocabulaire très simple, des phrases en général plus courtes, avec des petits pictogrammes qui peuvent faciliter la lecture et la compréhension pour certains élèves. Autre piste intéressante pour vous, le fait de reformuler un texte pour l'adapter à un niveau de maîtrise de la langue. Je vais vous en montrer un exemple. Donc sur cette slide, je suis partie d'un article du journal Le Monde, et je l'ai évalué, avec un outil d'IA développé par l'université de, Louvain, encore une fois. Cet outil s'appelle Desmesures, et je vous montre à quoi il ressemble. Donc c'est une adresse en ligne, hein, vous n'avez rien à installer. Vous allez ici coller un texte, alors c'est 7000 caractères maximum, et il va l'analyser et vous dire à quel niveau de maîtrise il correspond. Donc les niveaux sont ceux du CECR en réception écrite, avec, vous avez ici des exemples, hein, c'est un peu le calibrage ici qui est donné. Donc, je reviens à ma slide, j'ai demandé à Desmesures d'analyser l'article du Monde et il l'a évalué en niveau de lecture C. Donc je lui ai demandé j'ai demandé ensuite à ChatGPT de me l'adapter pour un niveau B1. Je vous donne pas tout le tout l'article, qui a été reformulé, mais ce que je vous montre ici à droite, c'est, que j'ai pu tester, la reformulation correspond désormais effectivement, d'après l'outil Desmesures, en effet, à un niveau B1. Donc ça peut être, je pense que ça peut être un outil assez intéressant pour vous. Vous pourrez d'ailleurs, de chez vous, hein, zoomer sur l'article, hein, je vous l'ai mis en lien si vous voulez le consulter. Passons à un 4e volet, donc la question de l'évaluation. En quoi l'IA peut vous aider? Elle va pouvoir, concevoir déjà des évaluations, éventuellement à partir d'une trame de cours, à partir de vos contenus donc et en fonction de vos objectifs, des objectifs d'apprentissage qui auront été fixés. Elle va pouvoir aussi préparer des grilles d'évaluation, ça peut être intéressant aussi, je vais vous en montrer un petit exemple et éventuellement proposer des pistes de remédiation. Donc les pistes de remédiation, ça consisterait à, par exemple, indiquer à une IA que vous avez remarqué que des élèves avaient eu des difficultés sur un domaine particulier et donc vous allez lui demander de vous fournir des idées d'exercices ou d'activités pour leur permettre de travailler ce point-là, par exemple. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est ces grilles d'évaluation que vont pouvoir assez rapidement vous générer des LLM, des IA. Donc petit exemple, vous voyez ça fait suite, c'est la suite en fait de la conversation, de la discussion que j'avais avec ChatGPT où je lui demandais d'évaluer ma séquence pédagogique. Donc, suite à cette discussion, il m'avait demandé: «Est-ce que, vous souhaitez une grille d'évaluation critériée?» Donc j'avais répondu: «Oui» et je vous mets juste donc un extrait de la réponse elle est longue. Donc voici une grille d'évaluation critériée complète adaptée au niveau B1 pour la tâche finale qui était un mini concours touristique où chaque apprenant doit convaincre les autres de visiter son pays d'origine. Donc 2 versions, la version, enseignant noté et une version apprenant. Vous avez ici le lien vers la discussion. Bon, je peux vous l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il a produit. Encore une fois, tous ces liens-là, vous y accéderez à l'issue du webinaire. Donc je remonte un petit peu. Alors, tac, 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 voilà. Donc voilà la version enseignant avec l'évaluation des compétences linguistiques, de la compétence pragmatique et compétences socioculturelles, avec le détail du barème. Vous avez aussi une grille d'auto-évaluation et puis, il m'a aussi proposé une grille d'observation pour les pairs pendant la tâche orale, ce que je trouvais plutôt intéressant.
Donc, voilà, là, on est dans le principe de l'itération, hein, donc on va un petit peu plus loin et voilà la grille d'observation qui pourrait être intéressante à utiliser, avec les élèves qui assisteraient à cette activité d'oral. Je poursuis donc. Alors oui, dernier point sur cet aspect, cette thématique des usages pour les enseignants. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était des exemples de supports créés avec des IA type, robots agents conversationnels, hein, ChatGPT, Claude, Perplexity et cetera. Il existe aujourd'hui énormément d'applications, qui reposent sur l'IA. Je vous en montre 3 ici, enfin 3 logos en tout cas. WooFlash, Wayground qui est l'ancien, Quizzes que peut-être certains d'entre vous, connaissent, ou encore QuizWizard, mais il y en a vraiment énormément. Donc là, on est plutôt dans le domaine de l'application avec bien sûr création de compte et le plus souvent, enfin, ils sont quasiment tous payants et assez limités en usage. Je vais quand même vous montrer un petit aperçu de la plateforme WooFlash, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, quand on se connecte sur WooFlash avec un compte, on peut créer un compte avec, l'IA, on a cette option-là, et l'étape d'après, c'est de lui dire depuis quelle source on veut générer, par exemple, des questions. Donc vous voyez qu'on peut utiliser, on peut lui envoyer un document, du texte, une thématique éventuellement, une vidéo YouTube, un lien, ou encore un fichier, audio et vidéo. Donc, une fois qu'on lui a spécifié notre source, il va nous demander le type d'activité que l'on souhaite générer. Donc, ça peut être un QCM, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des textes à trous, des associations ou encore un jeu de flashcards. Et donc là, l'outil va générer ces exercices. Vous aurez la possibilité de les modifier, et cetera, et il vous permet aussi de les importer ensuite, de les exporter, du coup, dans un premier temps, vers différents formats. Par exemple, format Word, hein, si vous voulez tout simplement, imprimer les documents, ou format Excel et puis d'autres formats qui peuvent être importés éventuellement dans un environnement numérique de travail. Donc là, il faut voir avec, je sais pas, les plateformes qu'utilisent éventuellement vos établissements pour voir si vous pouvez, pourquoi pas, importer un fichier, H5P, un fichier Moodle, pour pouvoir les partager avec vos étudiants ou vos élèves. Donc voilà, c'était un petit aperçu d'un de ces outils de éducatifs en fait, reposant sur l'IA. Il y en a vraiment beaucoup, c'est un vrai business aujourd'hui, hein. Donc voilà, on a fini on a vu un petit panorama des usages possibles pour vous en tant qu'enseignant. Est-ce que avant que je ne parte vers la troisième partie de ce webinaire, Ambre, il y a des questions ou des remarques? Il y en a pas dans le chat pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous en avez. Ah, Mmh, il y a une main levée, oui, Agathe. d'accord. Merci Anne-Stéphanie pour cette présentation très dense et très informative. J'ai juste une question. Est-ce Oui. que à un moment dans les diapositives, il y aura une liste de tous les outils que vous utilisez, que vous avez nommés? Alors, il y aura dans les ressources complémentaires, je vous présenterai plutôt des sites qui vous proposent plein d'outils, mais en revanche, sur les outils que je présente là, c'est quelque chose que je pourrais ajouter je pourrais, rajouter une diapositive avant de fournir le diaporama avec tous ces outils-là. Parfait, merci. Je note cette demande. Du coup, on prend encore une inspiration pour aller vers la troisième partie
évaluer donc à l'ère des IA génératives? C'est une vraie question. Ça pose plein de questions précisément et c'est là où on voit que, les c'est un métier qui évolue. Alors ce qu'il y a derrière cette question-là, c'est celle de la triche, hein. Certaines personnes l'avaient évoqué lors du premier webinaire. Et donc j'avais annoncé qu'on en parlerait à ce moment-là. Voilà un petit extrait, il y en a plein en fait des articles, hein, qui l'évoquent, donc extrait accroche d'un article: «Comment l'IA a accru la triche à l'école. De nombreux élèves ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs à leur place et il ne manque pas d'ingéniosité», bien sûr, hein. Si nous, enseignants, savons utiliser l'IA, les élèves, l'utilisent aussi. Alors savent l'utiliser, ça c'est discutable, mais voilà, et les enseignants peuvent être effectivement démunis. Petit, extrait de témoignage d'un élève, donc tout ça vient d'un magazine, du magazine Le Point de juin 2025. Donc voilà ce que nous dit, Maxime, le nom est faux, c'est un faux nom, pour l'interview. Maxime, élève de 3e, ChatGPT, je l'utilise tous les jours. Pour les textes à trous, les QCM et les exercices de questions-réponses, ça marche super bien. Et surtout, c'est plié en quelques minutes au lieu d'1 heure ou 2 auparavant. Maxime est formel, tout le monde dans la classe, à part peut-être les 2 ou 3 premiers, utilise l'intelligence artificielle. Alors pour ma part, j'aime beaucoup ce «à part peut-être les 2 ou 3 premiers», peut-être Maxime pourrait, réfléchir à ce qu'il, vient de dire, s'interroger sur cette petite remarque qui serait riche d'enseignements. Heu, voilà, donc effectivement, on peut très facilement faire ses devoirs aujourd'hui avec l'IA. La question, c'est que c'est pas forcément le but, c'est pas forcément que ce soit fait en quelques minutes, donc il faut peut-être recentrer sur les objectifs d'apprentissage. Petite, illustration, comique sur cette thématique. Donc on a un enseignant qui visiblement lui aussi utilise l'IA, hein. «J'ai fait corriger vos machins par ChatGPT. Globalement, tout le monde passe en seconde, sauf l'IA de Corentin». Donc c'est, l'IA qui corrige, l'IA. C'est assez, comique, voire cynique. Alors, est-ce que par rapport à ça, par rapport à ce fait, hein, que, vous y avez peut-être déjà été confrontés, par rapport à ce fait que des élèves, des étudiants, utilisent, déjà l'IA, est-ce qu'on doit se mettre en, posture de chasseur, d'IA, traqueur d'IA? Ça pose problème, d'abord parce qu'on n'a pas d'outils aujourd'hui, hein, malgré certains qui se vendent comme tels, qui soient parfaitement fiables pour détecter les IA. Je rappelle que dans le principe, une IA, elle produit un contenu qui est une IA générative, elle produit un contenu qui est inédit et qui sera jamais 2 fois le même. Donc, exemple avec cet article donc pour lequel vous aurez également le lien, si vous voulez le lire en entier, c'est donc la mésaventure qui est à une étudiante, anglophone qui a été soupçonnée, accusée d'avoir, utilisé une IA dans un de ses, travaux. Et il se trouve, après bataille, d'avocats, hein, qui a coûté cher à tout le monde, que, elle n'avait pas utilisé d'IA. Donc l'université s'était appuyée sur un rapport, je crois, de Turnitin, qui est un détecteur d'IA, qui se vend comme détecteur d'IA, mais qui n'est pas infaillible. Et d'ailleurs, vous allez voir, sur la slide d'après, donc moi j'ai testé un de ces outils, Killbot. Je lui ai demandé d'analyser un article, sur les détecteurs d'IA, justement. Donc, qui est censé être écrit par un journaliste. Et pour Killbot, cet article sur les détecteurs d'IA serait lui-même, à 100 généré par l'IA. Ce qui m'intéresse, c'est la petite note en bas de page. Je vous fais un zoom sur l'interprétation des résultats. Notre détecteur d'IA signale des textes susceptibles d'avoir été générés par l'intelligence artificielle. Merci d'interpréter ces résultats avec précaution et de ne jamais prendre des décisions ayant un impact sur la carrière ou le parcours académique d'une personne en vous basant uniquement sur cet outil. Donc cette mise en garde, elle est importante parce que ces détecteurs d'IA produisent aussi bien des faux positifs que des faux négatifs. On le voit avec donc
le cas de cette étudiante accusée à tort. Et donc ça pose de véritables problèmes. Vous risquez d'être en difficulté, en réalité, en utilisant ces détecteurs d'IA. Pour l'instant, ce ne sont pas des outils fiables. Et puis il y a aussi des IA qui sont des IA qui sont conçus pour justement ne pas permettre la détection. Donc voilà, on est dans un jeu du chat et de la souris qui pour l'instant n'en finit pas. Donc pour l'instant, méfiance par rapport à ça. Donc ce n'est pas la posture qu'on peut vous recommander en tout cas. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? Je vous invite à écouter le témoignage de cet enseignant-chercheur de l'université de Lausanne, en Suisse, sur la question de l'évaluation. Donc ça, vous avez ici une petite vidéo qui vient de la série Canotech. Ce sont des petites ressources vidéo de réseau Canopé. Donc les IA génératives en classe, quelles compétences et quels usages? Donc voici un extrait, je vous le fais voir et écouter. Un grand souci, la question de l'évaluation des productions étudiants et étudiantes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a pas véritablement de dispositifs qui permettent de trancher de manière stable, et on peut imaginer qu'il est peu probable que ce type de dispositif apparaisse, même si certaines entreprises prétendent le faire. Donc en fait, plutôt que d'essayer de piéger l'élève, la meilleure chose à faire, c'est sans doute d'intégrer leur travail, donc de prescrire certains usages, et donc de dire: je veux que dans tel contexte, vous utilisiez un LLM, ChatGPT ou autre, pour atteindre tel objectif. À tel autre endroit, je ne vous recommande pas de l'utiliser, et voilà pourquoi. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de manière collaborative avec les élèves, qui parfois sont plus avancés que nous sur ces technologies et qui peuvent être vraiment des partenaires d'apprentissage. Donc là, il y a un très gros travail à faire sur ces questions d'évaluation. Et évidemment, ça doit être systématiquement rapporté à nos objectifs de formation. Si vous regardez par exemple l'arrivée de la calculatrice dans l'histoire de l'enseignement des mathématiques, ça a été vraiment déterminant. C'est-à-dire qu'on s'est demandé, mais est-ce qu'on va intégrer cet outil? Quand est-ce qu'on l'intègre? Et si on l'intègre, qu'est-ce qu'on perd comme compétences? Ça fait partie de l'histoire de la pédagogie que de devoir intégrer des outils, réévaluer nos objectifs de formation. Et c'est quelque chose qu'on est obligé de faire par rapport à ces IA génératives. C'est effectivement de se dire, OK, par rapport à mes objectifs de formation, qu'est-ce qu'on peut imaginer appartenir à des compétences qui seront rendues réellement désuètes par ces outils, mais quel est le reste et comment est-ce que je peux amplifier ce reste? Et parfois, c'est une magnifique occasion de venir reposer les bonnes questions par rapport à une discipline où nous-mêmes, on s'est un petit peu transformé en machine à évaluer. Voilà, donc il me semble que cette réflexion, elle est intéressante. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans tout ça, c'est-à-dire des choses à inventer. Les IA, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et qui bouleverse les habitudes. Alors, voilà, ça fait débat aussi, on peut avoir des avis divergents, mais au moins se poser la question me paraît important. Donc, vous avez un petit zoom cette remarque: intégrer les outils, réévaluer nos objectifs de formation, questionner les outils et les compétences que l'on souhaite développer chez les élèves. Voilà des éléments de réflexion pour nous aujourd'hui. Un grand souci. Alors, par exemple, ça nous invite à repenser la notion même de triche et de plagiat. Je vous propose une petite infographie inspirée d'un document produit par la DRAN d'Occitanie. Donc vous avez cette flèche qui va du vert au rouge, donc un travail fait par l'élève et un travail fait par une IA, et il y a des degrés, bien sûr, qu'on va détailler. Donc, premièrement, l'élève peut avoir écrit l'entièreté de son texte sans IA et sans même consulter Internet. Donc, peut revendiquer l'intégralité du travail. Autre degré d'utilisation, l'élève a consulté une IA ou Internet pour des idées, puis a écrit un texte et l'a remis à l'enseignant. Donc, c'est un travail de recherche, en fait, qui est fait avec des outils du jour, en fait, de l'époque même. Ou alors, l'élève a écrit les idées principales et a demandé à l'IA de générer un brouillon, à partir duquel il a travaillé.
l'IA a proposé des améliorations au texte. Donc là, on est en travail de coécriture, de collaboration avec une IA, comme sur le principe des itérations qu'on a pu voir nous-mêmes tout à l'heure en demandant, par exemple, la création d'une séquence. Ou alors, et là on se rapproche du rouge, l'élève a fait générer de multiples réponses par l'IA, il utilise les meilleures parties, édite le tout, puis remet son travail à l'enseignant. Donc là, il y a un travail de comparaison qui est fait de différentes réponses et de choix, ce qui veut dire de critique des propositions, qui peut être intéressant. L'IA fait une réponse, l'élève la lit, l'édite, l'ajuste et la remet à l'enseignant. Donc là, il y a un travail d'éditeur qui est fait de la part de l'élève, même si le contenu a été une matière première, disons, qui a été générée par une IA. Et puis, le stade ultime, qui nous amène clairement dans le rouge, c'est que l'élève fait une requête à l'IA, copie la réponse et la donne à l'enseignant. Donc par rapport à ces degrés, hein, vous voyez que c'est pas, soit triche, soit pas de triche, finalement, il y a des nuances dans tout ça. Il est intéressant de se demander soi-même, hein, où on trace la ligne du plagiat et on ne la met pas tous forcément au même endroit d'ailleurs. Et puis, s'interroger aussi sur ce qui peut être pertinent pour le futur élève. Quelles compétences l'élève développe, par exemple, quand il compare les propositions de différentes IA. C'est un travail à ce moment-là de lecture, d'analyse et de choix qui est une vraie compétence en soi aussi, voilà, mais qui est une compétence nouvelle du coup. Alors on peut aussi, autre piste, hein, cadrer les usages de l'IA par les apprenants et c'est ce que font de plus en plus d'établissements en vérité ou d'enseignants. Vous avez ici un petit florilège de quelques chartes ou cadres d'usage qui sont pactes encore, qui sont proposés par des établissements scolaires ou des enseignants pour essayer de cadrer cet usage des IA, puisque voilà, il serait illusoire de se dire que les élèves ne l'utiliseront pas du tout, autant faire en sorte que ce soit fait en transparence. Alors c'est peut-être un rêve pieux, mais un doux rêve en tout cas, mais voilà, différentes propositions. Donc voilà, sur internet, vous les trouvez, ces exemples de chartes qui peuvent éventuellement inspirer et guider la réflexion. Donc cadrer les usages pour permettre une meilleure contractualisation finalement de ce qu'on attend des élèves. Dernière partie de ce webinaire, qui est en lien avec ces observations sur les questions de la triche et d'utilisation des IA par les élèves, puisque les élèves s'en sont emparés. Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour en faire un usage pertinent ou des usages pertinents? Alors avant d'aborder ce que vous pourrez leur apporter en tant qu'enseignant sur ces thématiques-là, il me semblait intéressant de vous montrer un petit extrait d'une enquête qui a été menée dans un lycée parisien sur un petit échantillon un échantillon de plusieurs centaines de lycéens quand même, mais pour essayer de voir quels étaient les profils d'utilisateurs. Ils en dégagent 3 dans cette enquête. Donc d'abord, ceux qu'ils appellent les engagés réflexifs. Donc on parle ici d'élèves socialement favorisés. J'ai oublié de préciser que l'enquête, comme le dit son titre, hein, l'usage de l'intelligence artificielle générative au lycée, un révélateur des inégalités sociales, des inégalités socio-scolaires. Voilà, l'enquête envisage l'usage des IA en lien avec les catégories socio-professionnelles notamment. Donc, ces engagés réflexifs sont des élèves socialement favorisés, avec un fort capital scolaire et des ressources parentales expertes, mais aussi des élèves issus de milieux moins favorisés, mais qui ont développé une forme de ce qu'on appelle capital numérique autonome, hein, qui maîtrise l'utilisation de différents outils, en s'appuyant sur des échanges entre pairs ou une familiarité acquise dans les usages extrascolaires. Vous avez un autre profil dans les usages de l'IA que l'enquête appelle les occasionnels légalistes. Donc ces élèves, eux, utilisent l'IA de façon ponctuelle,
et pour des tâches ciblées comme la recherche d'informations, une aide à la reformulation ou à la documentation. C'est un usage qui est en général limité et prudent, puisqu'on a aussi des élèves qui ont peur d'être accusés de triche, par exemple, hein. Donc là, on a une majorité d'élèves de classe moyenne inférieure, mais pas uniquement. Et puis on a un troisième profil qui se dégage, celui des scolaires dits opportunistes, qui ne se définit pas par la fréquence d'usage, mais par l'absence de distance critique vis-à-vis de l'outil. Donc là, on cible les élèves qui sont dans le rouge, hein, si vous repensez à cette flèche graduée. L'IA est perçue comme un moyen de délégation intégrale du travail scolaire. C'est par exemple ce fameux maxime de l'enquête du magazine Le Point. Donc, ce sont ces élèves scolaires opportunistes qu'il s'agit de guider, bien sûr, vers des usages plus pertinents des IA, puisque il s'agit d'apprendre, hein, quitte à utiliser des IA, autant faire en sorte qu'elles soient aussi des assistants pour les élèves, comme elles peuvent l'être pour les enseignants. Alors, quelques pistes. On peut apprendre aux élèves à interagir avec une IA dans le but d'apprendre, c'est-à-dire de considérer une IA comme un tuteur. C'est ce que ferait par exemple, c'est le premier profil d'élève. Voici un exemple de prompt: «Je veux que vous agissiez en tant qu'intervieweur et professeur de français». Donc ça, c'est l'identité affectée à l'IA. Je serai l'autre personne, ça c'est l'utilisateur. Vous me poserez des questions sur le sujet que je vous indique. Je veux que vous répondiez comme l'intervieweur. N'écrivez pas toute la conversation d'un coup, posez-moi les questions et attendez mes réponses. Ça, c'est important, parce que sinon l'IA effectivement a tendance à répondre à donner toutes les réponses d'un coup. Si je fais une erreur en français, je veux que vous me corrigiez et m'expliquiez la correction et donniez des conseils utiles pour améliorer mon français. S'il y a plusieurs erreurs, énumérez-les, accompagnez-les de la correction et de l'explication. Posez les questions une par une, hein, c'est encore une fois, n'écrivez pas toute la conversation d'un coup, comme le fait un intervieweur, et attendez mes réponses. Donc vous avez dans le diaporama le lien vers toute cette interaction. Vous pourrez, alors elle n'est pas très longue, hein, je ne suis pas allée très, très loin, c'était, en guise de test. Je vous fais un zoom vers, une partie de la discussion. Donc j'avais demandé à ce tuteur, si on veut, en lui ayant donné ce prompt, de me faire travailler le voyage, le lexique du voyage, en français. Et donc à un moment, il m'a demandé où est-ce que j'avais voyagé, et j'ai répondu: «J'ai allé en Allemagne». Et donc, bien sûr, la phrase comporte une erreur qui a été détectée, on a la correction et on a une petite explication. Vous verrez, si vous allez suivre le détail de la discussion, que cette explication est assez nourrie avec des propositions d'approfondissement, voilà. L'explication est assez complète sur la conjugaison, là en l'occurrence du passé composé. Donc voilà comment les élèves peuvent utiliser une IA en tant que tuteur, par exemple. Et vous pouvez, vous aussi, de votre côté, leur fournir des supports pour soutenir les apprentissages. Je vais vous montrer quelques exemples avec, par exemple, cette application NotebookLM. Donc NotebookLM, c'est un outil proposé par Google, donc qui implique de se créer un compte Google, un compte, voilà, enfin, sans spécification particulière. Vous allez pouvoir, à partir de ce compte, accéder donc à NotebookLM, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur le principe du RAG, donc avec l'utilisation de sources que vous allez donner très précisément. D'ailleurs, c'est même tout un volet qui s'appelle sources. Vous voyez à gauche ici, j'ai mes sources que je vais importer, sachant que des sources, ça peut être des sites internet, ça peut être des vidéos, ça peut être des documents texte, images, graphiques, schémas, etc. Vous allez les donner et vous voyez à gauche, alors là, dans mon exemple, je n'ai qu'une source, hein, mais j'aurais pu en mettre d'autres, et il a la possibilité de les cocher pour demander à ce qu'elles soient retravaillées vers une forme. Je vais vous montrer, ça se passe du côté du studio vers la droite. Au milieu, on a une zone de discussion.
qui peut être intéressante, hein, un petit peu sur le principe d'ailleurs de la discussion que j'avais avec mon tuteur. Donc à partir des sources, ce que fait quand vous placez une source ici à gauche dans Notebook LM, l'application va commencer par analyser cette source et en faire, une petite note ici, un résumé. Donc, là en fait, ce que je lui ai donné, à manger, c'est cette fameuse enquête dont je vous ai présenté un petit extrait, donc, enquête sur les usages des lycéens, les usages de l'IA par les lycéens. Et puis vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir une discussion sur ce document-là, un peu sur le principe de chat PDF d'ailleurs. Et puis vous avez à droite surtout ce studio. Donc dans le studio, vous allez pouvoir créer différents types de contenus. Vous allez pouvoir créer un résumé audio, autrement dit une sorte de petit podcast. Vous pourrez aussi créer des résumés vidéo. Alors je tempère un petit peu, ne vous attendez pas à des grosses productions vidéo, il s'agit plutôt de diaporamas avec donc des visuels et un commentaire oral, hein. Vous allez pouvoir générer des cartes mentales, des rapports, des fiches et des quiz. Donc ce qui m'intéresse, hein, c'est notamment les résumés audio et quiz. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc à partir de cette source, donc qui est l'enquête sur les lycéens, j'ai demandé, alors je vous montre juste comment j'ai procédé. Donc pour créer un résumé audio, j'ai cliqué ici et il y a différents formats de résumé. Ça, c'est une interface qui évolue assez régulièrement, hein, honnêtement. Il y a encore, quelques semaines, on n'avait pas ces différentes options-là, hein. Donc, vous allez pouvoir demander une analyse approfondie ou bien un briefing qui sera donc plus condensé, un examen critique ou encore un format débat à 2 voix toujours à partir de vos sources. Vous pouvez paramétrer pour que ce soit un peu plus court, mais vous ne pouvez pas par contre indiquer la durée, en tout cas pour l'instant dans cette version, vous ne pouvez pas indiquer une durée précise. Et vous pouvez aussi donner quelques spécifications pour la création de ce petit podcast. Alors, je vous invite notamment, si vous le testez, à insister sur le fait d'utiliser par exemple un langage, une syntaxe correcte, un langage qui ne doit pas être familier, parce que comme il s'agit de rendre cette source assez vivante, et donc il y a un travail qui est fait, vous allez l'entendre sur l'oral, en fait, l'oralisation. Parfois ça peut donner un peu des approximations et notamment, dans une première version, j'avais un petit problème de reprise, pronominale, erronée. Donc voilà, comme vous enseignez le français, j'imagine avec quelques exigences, vous serez sans doute vigilant sur cet aspect-là. Donc voilà, et donc dans ce que je vais vous faire écouter, c'est une deuxième version qui était, en l'occurrence, plus satisfaisante. Je lui avais demandé, voilà, ça, d'éviter les reprises pronominales, entre autres. Je vous fais écouter ce que ça donne, ça dure presque 1 minute, je vous le ferai peut-être pas écouter en entier. Alors c'est là. Aujourd'hui, on fait le point sur une étude qui analyse comment les lycéens utilisent l'intelligence artificielle générative, ou IAG. Alors le contexte, c'est une recherche menée dans un lycée de la banlieue parisienne. Et ce qu'elle révèle, c'est assez frappant. Même si l'IAG est très populaire, elle risque en fait de renforcer les inégalités à l'école. Premièrement, l'utilisation est massive, mais elle est peu encadrée. Imaginez un peu, 81% des élèves utilisent déjà l'IA pour leurs devoirs. Le problème, c'est qu'ils apprennent à s'en servir entre amis, sans méthode, et donc beaucoup ne vérifient pas les informations de manière critique. Deuxièmement, la recherche identifie 3 profils d'élèves très différents. D'un côté, vous avez ceux qui s'en servent pour mieux comprendre un cours, un peu comme un partenaire de réflexion. Ensuite, il y a les plus prudents, qui l'utilisent juste pour des petites tâches car ils ont peur de tricher. Et enfin, il y a ceux qui copient simplement les réponses sans chercher à comprendre, juste pour aller plus vite. Alors je vais m'arrêter là, donc ça dure un tout petit peu plus, vous pourrez consulter tout ça. Oui, c'est intéressant de voir, qu'il y a ce travail qui est fait sur l'oralisation, voilà. Alors, dans le studio, j'ai aussi la possibilité de faire un petit quiz. Ça, c'est quelque chose du coup que vous pouvez aussi bien utiliser comme, matériel pédagogique, hein. Je vous montre donc l'exemple. Donc je vais l'agrandir. Hop. Donc, vous voyez, toujours à partir de mon document,
Notebook LM a généré ce quiz avec 10 questions. Voilà. Donc, soit donné à la maison pour s'entraîner ou éventuellement, pourquoi pas en classe. Donc ça peut être un usage intéressant, donc quelque chose à partager avec les élèves. Donc les podcasts, vous pouvez les télécharger. Pour les cartes mentales, en revanche, si vous les téléchargez, vous obtiendrez des images fixes. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser dans vos cours. Elles sont interactives, c'est-à-dire qu'elles se déploient. Mais si vous les téléchargez, vous n'aurez que des images fixes, malheureusement. Mais il y a d'autres outils qui permettent de réaliser des cartes mentales si vous le souhaitez. Je voudrais terminer avec un autre, alors c'est pas exactement un outil, puisque là, Claude, c'est un modèle de langage, une IA générative, tout comme ChatGPT, Copilot, mais qui est très intéressante pour créer vos propres web apps. Oh, Alors, des web apps. Alors, les web apps, ce sont des applications en ligne, en fait, hein, et vous allez voir, c'est assez fascinant, que là, l'IA est votre assistant programmeur, en fait, puisqu'il va créer ces petits outils sur simple commande. Je vous montre un exemple d'une web app, et je vais vous montrer après comment on peut créer ce type de web app que l'on partage après facilement avec ses élèves. Donc là, c'est une web app pour accompagner la lecture d'un texte. Et elle a été créée par une enseignante de FLE. Donc, ça va s'afficher. Donc là, voilà. Donc, cette web app vous aide à lire un article du Monde sur l'IA au travail, avec un mode lecture et donc des mots donnés avec leur définition et une petite activité flashcard pour réviser le vocabulaire lié à cet article. Donc, on a ici l'article qui a été copié-collé. Les mots qui ont été identifiés comme difficiles ou mots à apprendre. Donc, c'est l'IA Claude qui a identifié ces mots, hein. Donc, on a ici la définition avec un exemple en contexte. Par exemple, bâclé, voilà, fait rapidement et sans soin. Exemple, un travail mal fait. OK, c'est compris. Et puis, on a aussi, associé à cette web app, une petite activité de flashcard pour retravailler sur les différents mots qu'on a appris en lisant l'article. Donc, le principe des flashcards, c'est d'un côté, ici, le mot, et quand on retourne, on a la définition. Donc, les flashcards, ça peut aussi bien être un verbe à conjuguer à tel temps, et puis la réponse au verso. Voilà, il y a plein d'applications possibles. Donc, oui, ça, c'est un lien qu'on partage en ligne facilement. Et je vais vous montrer ce que ça donne côté interface, en vous montrant la commande, enfin le prompt qui a été utilisé pour créer un quiz sur les expressions idiomatiques en français. Donc là, je me connecte sur mon compte, hein, puisque Claude implique la création d'un compte. Voici, je fais un zoom dessus, voici le prompt que j'ai utilisé, et vous reconnaissez peut-être le prompt optimisé que j'ai coécrit avec ChatGPT précédemment. Donc j'ai juste rajouté ceci, hein. Code une web app, c'est ça l'action à réaliser par Claude, c'est ça. Code, une web app répondant à ces instructions. Donc, un quiz de 20 questions. Voilà, je ne vous redétaille pas tout ça parce qu'on l'avait vu tout à l'heure. Donc, une web app qui réalise ce quiz. Et donc, l'application m'a généré, je le vois dans la fenêtre de droite, ce que dans le vocabulaire de Claude, ils appellent un artefact. C'est ce que je vous ai partagé juste à l'instant. L'application de lecture de l'article, c'était donc un artefact. Voilà, donc j'ai une première version du quiz avec donc les expressions idiomatiques, et je vous montre les itérations. Donc, donc c'est l'application, enfin c'est Claude qui a généré les expressions, etc., hein. Moi, je lui ai demandé
Donc j'aurais pu orienter vers, des expressions sur telle thématique, hein, voilà, bien sûr. Je lui ai demandé, moi, de corriger ma petite web app en ajoutant une phrase pour féliciter ou encourager l'utilisateur. Donc dans une première version, j'avais juste un bravo ou un pas tout à fait, voilà. Donc je lui ai demandé pour, une dernière version de varier ces phrases d'encouragement et donc il va effectivement, utiliser, voilà, il a, 4 autres, ces 4 exemples ici et 4 autres, voilà. Et donc à droite, j'ai la petite appli que je vais pouvoir partager, à mes élèves. Donc là, j'ai accès aux différentes versions, hein, qui correspondent aux différentes itérations. Donc je vous montre la version la plus récente. Donc l'expression «avoir un chat dans la gorge», voilà, bravo, c'est la bonne réponse. On a une petite explication, un exemple et on passe à la question suivante. Donc vous voyez que là, en quelques phrases, hein, et ça peut même être moins que ça en fait, hein, on a généré une petite web app sans connaître une seule ligne de code. Je vous montre le code en question. Ah non, je ne peux pas vous montrer, si, il est là, pardon. Voilà, tout ça, c'est le code, voilà, qu'a généré pour moi mon assistant programmeur, en l'occurrence Claude, voilà. C'est assez rigolo à faire parce que vous voyez quand vous faites une requête, vous voyez, tout ça s'écrire progressivement, voilà. Moi, je serais bien incapable de rédiger tout ça, voilà. Donc je suis très contente que Claude le fasse pour moi. Voilà, là, il y a plein de voilà, ça peut vous donner plein d'idées, de choses et vous avez une solution technique, en fait, assez facile à mettre en œuvre, après. Donc voilà quelques pistes, hein, pour, voilà, comment est-ce que vous pouvez outiller vos élèves pour qu'ils, se dirigent vers des usages pertinents, de l'IA et que l'IA ne fasse pas le travail à leur place puisque ce n'est pas le but de l'apprentissage. Alors, je reviens donc à ma petite interview de base. Donc, le robot m'a défini l'art du prompt et question, complémentaire: comment en faire usage en formation, par exemple pour l'esprit critique, la planification et l'autonomie dans l'apprentissage? Réponse du robot: «Je ne suis qu'un agent conversationnel». Il a le mérite d'être honnête. Je peux assister les enseignants qui sont les mieux placés pour en tirer parti dans leur dispositif de cours. C'est bien ça le message aussi, hein, c'est que vous restez maître à bord. C'est vous qui êtes les experts. L'IA est un outil. Et donc, question, pensez-vous pouvoir remplacer les enseignants dans leur mission? Réponse: d'abord, je ne pense pas. Là encore, ce petit robot est honnête, hein. On l'a vu dans le premier webinaire, tout ça n'est pas de la pensée, mais de la simulation de pensée. Et puis ensuite, très peu pour moi, c'est beaucoup trop de responsabilités. Bien sûr, il n'y a que les enseignants pour pouvoir les endosser. Donc ça, c'était en conclusion et puis, en synthèse. Qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, c'est important aujourd'hui, il me semble, de connaître les possibilités offertes par les IAG. Ça ne veut pas dire qu'on est, dans l'obligation de les utiliser, mais savoir, voilà, quelle aide elles peuvent éventuellement vous apporter. Avoir aussi conscience des limites et des risques, hein, pour mieux accompagner nos élèves. Ça, je vous renvoie notamment avec tout ce qu'on avait vu, sur les biais et cetera, dans le cadre du premier webinaire et puis, enfin, il est important d'avoir en tête que nous conservons entière notre plus-value humaine, expertise et créativité ne seront pas remplacées de sitôt par des machines. Pour aller plus loin maintenant, je vous représente cette, page consacrée aux IA sur le site de Réseau Canopé, avec toutes sortes de ressources, des vidéos, des webinaires, pour lesquels vous avez juste à vous inscrire, hein. Et alors on m'a parlé tout à l'heure des outils, donc là sur cette page, vous trouverez 2 ressources. Donc cette roue, c'est le site Une IA par jour, donc qui recense les IA et il y en a à foison. C'est difficile de s'y retrouver. C'est présenté donc l'intérêt ici, c'est que c'est présenté vraiment par thématique, hein, éducation, chatbot, analyse de documents et cetera. Donc c'est quand même, assez orienté, c'est orienté éducation, hein, globalement ici. Et vous avez cette autre ressource d'un de nos, collègues qui peut-être que ce sera plus lisible pour certains,
voilà, c'est là pour tous les goûts. Donc un collègue a recensé par thématique aussi des IA pour générer du texte, des images, de la voix, en précisant donc l'astérix, c'est pour celles qui sont sans compte. Voilà, les IA précédées suivies d'une astérix ne nécessitent pas de compte. Donc vous voyez que la majorité en réalité nécessite un compte. Voilà, vous en avez beaucoup. Pour ma part, je n'en connais que quelques-unes parmi toutes celles-là. Voilà, ça serait pour si des geeks sont parmi vous, peut-être seront-ils tentés d'aller tester tout ça. Voilà, en tout cas, voilà, considérez que vous avez ce petit annuaire à votre disposition. Et toujours dans les ressources complémentaires, je voulais vous proposer, je ne l'ai pas fait pendant la présentation parce que vous voyez que c'est quand même assez dense, mais donc ça c'est un document à consulter, prendre le temps de le lire si ça vous intéresse à la suite de la formation. C'est une proposition de grille pour évaluer en fait des travaux d'IA, des travaux d'élèves, pardon, qui auraient pu impliquer l'utilisation de l'IA en allant d'une consommation plus ou moins passive à un acte de co-création. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de prendre le temps de détailler tout ça pour nourrir la réflexion sur la question de l'évaluation et de la triche ou pas. Voilà. Toujours dans cette idée que c'est une notion qui évolue et qui fait évoluer nos métiers. Et nous allons donc enfin pouvoir passer au moment des questions et des échanges, si vous avez des questions, justement. Je suis à votre écoute. Oups. Alors, est-ce qu'on a des questions, Ambre? Pardon, là, j'en vois pas dans le chat. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Ah, oui, Ou à nous avons même une ouvrir, question. si vous voulez les poster, les poser directement, n'hésitez pas à allumer votre micro. Alors, nous avons une question d'Anne-Elisabeth. Concernant la sensibilisation et l'accompagnement des élèves dans l'utilisation de l'IA, quelles seraient les conditions d'âge? Alors, je pense que là, il faut aussi se référer à il y a peut-être des cadres d'usage qui sont proposés chez vous. Je sais que nous, de notre côté, le ministère de l'Éducation nationale en France a produit un cadre d'usage, mais il est relativement récent encore, il date de juin 2025, qui prescrit l'usage de l'IA, enfin prescrit, qui rend possible, disons, l'usage de l'IA à partir de la classe de 4e seulement, chez nous, ce qui n'exclut pas de former les élèves à comprendre comment ça fonctionne avant, mais voilà, on a eu cette instruction, disons, de façon relativement récente. Donc là, je vous renverrai plutôt aux dispositions dans vos établissements ou dans votre par rapport voilà, aux institutions dont vous dépendez. Merci. Alors, Est-ce n'hésitez qu'il y pas a si vous avez d'autres d'autres questions. ou des Oui, il nous remarques reste ou encore 5 minutes. des contributions aussi, si vous avez expérimenté de votre côté des choses et que vous voulez les partager, ça peut être intéressant. On a Agathe qui lève la main. Oui, merci. Moi, j'avais un commentaire, une remarque et peut-être une réflexion à mener sur la génération, comment on dit, le fait de générer des images par IA. Oui. Parce que donc moi, je travaille au KICD, au Kenya Institute for Curriculum Development, et Ah, je le vous ai manuel pas vu. utilise beaucoup l'IA. Vous m'entendez? Bah, moi, ça a coupé. Mais Ah, ça a coupé, pardon. Donc, je disais mm. que je travaille au Kenya Institute of Curriculum Development et on évalue les manuels.
Et on Oui. note que les auteurs de manuels utilisent beaucoup l'IA pour générer des illustrations. Mhm. Et le problème, c'est que ça génère des images très, comment on va dire, très homogènes. Oui. Et comme vous l'avez noté dans votre présentation, des images qui ne sont pas forcément adaptées au contexte, comme on l'a vu avec les Mm. maisons, le cimetière qui ne ressemble Oui. pas forcément à la réalité. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce biais des IA quand on génère des images et comment est-ce qu'on peut ne pas avoir que des images qui se ressemblent dans Qui les se mêmes rencontrent. tons, avec les mêmes visages, les mêmes expressions? Parce que pour les élèves, c'est quand même un peu, je trouve que ça limite un peu l'imagination en fait d'avoir ce genre d'image qu'on repère très vite. Ah, on voit tout de suite, ah bah ça c'est généré par Ouais, oui. ChatGPT. Et c'est vrai qu'on voudrait un peu que les auteurs ils s'éloignent de ça pour avoir quelque chose de plus adapté et varié surtout en fait. Mais là, je pense que c'est dans le prompt lui-même hein, qu'il faut voilà, dire peut-être utiliser des prompts négatifs là, à ce moment-là, en disant je ne veux pas de représentation stéréotypée, voilà, l'image doit être refléter la diversité, voilà, il y a peut-être des spécifications à apporter au niveau du prompt, et pourquoi pas aussi donner la machine, elle apprend aussi avec ce qu'on lui donne. Donc, fournir un exemple d'illustration et dire, voilà, rapproche-toi de ce modèle-là, par exemple, si on peut lui donner une image qui correspond dans le style à ce qu'on attend, ça peut fournir éventuellement une base. Mais c'est vrai que c'est un problème. Ça a à voir avec la façon dont la machine apprend, en fait, et les données qui sont en entrée. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images d'IA. Après, c'est quelque chose qui évolue quand même aussi très, très vite. Donc je pense que peut-être que ces problèmes-là, il y a des biais qui ont déjà commencé à être corrigés, mais qui sont aussi des fois corrigés, de façon tellement radicale qu'ils en reproduisent d'autres. Donc c'est effectivement, pour l'instant, on voit encore que les images sont des IA, même si, il y a des portraits, par exemple, hein, on est bien en peine parfois de dire si c'est fait avec IA ou pas. Il y a un petit site qui s'appelle, peut-être vous connaissez, This Person Does Not Exist, où il s'agit c'est un petit jeu, voilà, il faut savoir si, où est l'humain en fait, et c'est pas toujours évident. Je suis pas sûre d'avoir répondu, de façon très nette à votre réponse parce que je pense pas qu'il y ait, voilà, aujourd'hui, à part enfin, avec un prompt très précis, voilà, et des exemples. Je pense que aussi, hein, des exemples à donner, ça peut éventuellement fonctionner. Alors, Geoffrey, Bonjour, bonjour. ça va? Tu Je vous en m'écoutes prie, là? Agathe. Alors, je vous Ah, tu entends pas m'écoutes très là? bien. Ah, voilà, voilà. Un peu. Tu m'écoutes là? Oui, on vous entend. Ah, d'accord. Je vous remercie beaucoup pour me donner beaucoup d'exemples de comment utiliser les, les ChatGPT et puis toutes les choses. Mmh. La question, c'est ici au Kenya, comme Agatha vous dites, il y a beaucoup de choses à faire sur les ressources en ligne, hein. Mais avec, avec ce stage, hein, Ah, je vous je entends vous pas très remercie bien, je suis beaucoup. désolée. Ah, voilà, voilà, un Et peu, hein. je suis désolée. Est-ce que Vous avez, peut-être vous vous- pourriez vous écrire votre m'écoutez? question dans le chat parce que je n'entends pas très bien? Ah, voilà, voilà, Désolée. voilà. Ah oui, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Je vais attendre que Geoffrey écrive peut-être sa question dans le chat.
Alors, j'en profite qu'il y ait la question de Geoffrey qui soit en train d'être écrite pour vous dire que le webinaire a été enregistré et que le support de présentation que Anne-Stéphanie vient de vous présenter sera mis en ligne sur la plateforme CFTD d'ici quelques jours. Et pour répondre à la question d'une participante, donc je rajouterai effectivement une slide avec la liste des outils qui ont été cités ou utilisés dans le cadre de ce webinaire. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Geoffrey, est-ce que vous voyez comment écrire votre question dans le chat du coup? Alors, de toute façon, à la fin du diaporama, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a mon adresse, voilà, l'adresse mail si vous souhaitez adresser une question par rapport à la thématique. Je pourrais vous y répondre. J'essaierai en tout cas. Pas d'autres questions ou commentaires? Merci à vous, Timothy. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bonne infiniment. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. Merci Ah, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Ça fait Merci plaisir. à tous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Jeffrey. Donc, le GPT a beaucoup des envies. Comment était la question? Comment peut-on limiter l'exposition d'Internet? Alors là, c'est limiter tout ça. Je réponds j'essaie de répondre à Geoffrey, mais ça va être décevant parce que voilà, comment limiter là aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai pas les moyens. Mais par contre, voilà, je pense que vous, ce que vous pouvez faire en tant qu'enseignant, c'est former et cadrer, et ouvrir les yeux aussi, des élèves sur la face cachée en fait de tout ça, d'internet et des IA. Là, je vous invite éventuellement à voir le replay si vous n'avez pas pu suivre le premier webinaire sur les biais, sur si tout ce qui tout le travail humain qui est derrière, qui n'est voilà, ça peut aussi faire peut-être réfléchir les élèves sur les usages. Mais limiter l'exposition. Voilà. Après, il y a tout un travail à faire aussi sur développer l'esprit critique des élèves, en fait, hein, quand on les amène à avoir la réflexion de votre collègue Agathe sur le fait que aujourd'hui les IA vont produire des images très stéréotypées, par exemple. On peut faire la même chose sur les textes aussi, hein. Il y a des enseignants d'ailleurs qui le font. Voir que les textes produits par IA sont assez standardisés, assez lisses, utilisent le même genre de vocabulaire. Bon, ben ça peut faire réfléchir les élèves aussi. Les guider vers cet esprit critique, ça c'est un gros travail à faire pour les enseignants et encore une fois une grosse responsabilité. Merci en tout cas pour votre question. Merci à vous. Merci. Non, on a encore quelques personnes connectées. S'il n'y a plus de questions, je pense
qu'on va Oui, je pense clôturer que cette session. tout à fait, tout à Mm. fait. Merci à tous et puis très belle soirée à vous.